Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag, votre rendez-vous maintenant avec le meilleur des arts, des spectacles et du lifestyle. Au sommaire, aujourd'hui, les relations France-Israël, mais sous l'angle de la gourmandise. Le gouvernement israélien appelle les Juifs de France à venir en Israël. Eh bien, en marge de cet appel politique, le Culture Mag a voulu voir comment les choses se passaient côté nourriture. Toute la semaine dernière, des produits français ont été proposés au public israélien. Comment ont-ils été accueillis? Les ont-ils trouvés chers, bons, snobs? Nos caméras ont été dans les supermarchés pour vérifier. Dans ce journal, nous reviendrons sur les Oscars, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas restés devant l'écran toute la nuit, nous avons sélectionné les 3 moments drôles de cette cérémonie. Very glamour. Et puis, nous parlerons art. En Israël, le musée de Jérusalem célèbre ses 50 ans, un anniversaire qui va s'étaler toute l'année avec de nombreuses expositions. Nous recevrons le curateur du département photo du musée. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. L'actualité, hélas, a poussé le Premier ministre israélien à appeler les Juifs de France à venir en Israël. Alors, au Culture Mag, on a voulu voir les choses sous un autre angle. Avec les Français qui arrivent, il y a un mode de vie, une French touch. Comment est-elle perçue? Chère, snob, désirable. Biscuits, fromages et confitures 100% français font leur apparition dans les supermarchés. Les Israéliens aiment-ils, oui ou non, les produits bleu, blanc, rouge? Reportage Sandy Fortis avec Ranchnek. En janvier dernier, Benjamin Netanyahou a de nouveau appelé les Juifs de France à venir s'installer en Israël. L'appel du Premier ministre israélien a été entendu, de nombreux Français l'avaient même précédé. En 2014, près de 7000 nouveaux immigrants français sont venus s'installer en Israël. Un grand bouleversement et surtout un sacré dépaysement. Et les Israéliens dans tout ça? Que voient-ils de cette arrivée française? Pour le moment, de la gourmandise. La semaine dernière, Israël fêtait la gastronomie française. À cette occasion, le marché du port de Tel Aviv avait sorti les drapeaux tricolores pour faire découvrir plats et produits français aux Israéliens. Soupe à l'oignon, charcuterie traditionnelle, fromage, mais aussi chocolat, baguettes et pâtisseries. Résultat, choc des cultures, la French Touch a fait son petit effet. J'ai très envie de tester ces produits. Je sais que ce sont de bons produits. Ce sont des saveurs qui viennent d'ailleurs. Et puis, c'est connu, les produits français sont excellents. Ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, des produits qu'on ne connaît pas ici. Dans un autre registre, moins touristique, les Israéliens peuvent désormais trouver certains produits français dans leurs supermarchés. Mega, l'une des plus grandes chaînes du pays, a fait le pari d'importer et de vendre dans ses magasins plus d'une 50aine de produits que l'on peut se procurer dans tous les supermarchés français, mais qui sont bien plus difficiles à trouver de ce côté de la Méditerranée. C'est bien parce qu'en France, ils ont de bons produits. Alors si on peut en profiter ici, c'est génial. D'autant que ce ne sont pas des produits qu'on trouve partout. Mais alors pourquoi ce nouvel engouement pour les produits français? Ces derniers temps, on a pu remarquer que de nombreux nouveaux immigrants viennent de France. Ça peut les aider à s'adapter. Ils voient des produits qu'ils avaient l'habitude de consommer là-bas. Franchement, ça me fait très plaisir. Ça me rappelle la France un peu. C'est mon enfance, je m'en rappelle, j'ai grandi sur ça et puis c'est tellement bon. Les Français sont donc séduits, certains Israéliens aussi, mais sont-ils tous prêts à accueillir ces nouveaux produits? Ça ne m'intéresse pas. On a de bons produits qui sont fabriqués ici. Et puis, ceux qui sont importés de France doivent forcément contenir des conservateurs. Donc, ce ne sont pas des produits frais. C'est ça qu'ils devraient amener de France, des produits frais comme du pain français, du vrai, du frais. Malgré certains réfractaires, le marché israélien, lui, semble prêt à ouvrir les bras à ces produits venus d'ailleurs. Dans le marché israélien, on voit qu'il y a depuis maintenant plus de 20 ans énormément de changements. On voit que ce marché se structure. Il y a une attente de la population qui est considérable sur les produits étrangers, sur une ouverture sur la culture. Je pense que les Israéliens commencent à voyager, à goûter de nouvelles choses. Ils veulent les retrouver ici, chez eux, sans avoir à voyager pour en profiter. Les Israéliens ne sont pas les seuls à être ravis de pouvoir trouver de la nourriture française à portée de main. Ces touristes australiennes n'ont pas hésité à troquer les mets locaux pour la gastronomie française le temps d'un déjeuner. On adore, on a déjà trop mangé, mais on va quand même finir avec une crêpe. C'est une surprise de voir de la nourriture française ici. En voyant les autres marchés du coin, on ne s'y attendait pas. C'est top.
Une crêpe. À suivre, 2-3 scènes rigolotes qui ont eu lieu aux Oscars et puis un focus photo. En attendant, voici l'idée de sortie du jour. C'est le highlight Daniel Campos avec Sandy Fortis. Nouveau spectacle de Rina Schenfeld, l'icône de la danse israélienne, connue pour ses combinaisons entre le poétique et le dramatique, présente Ne partez pas maintenant, un spectacle qui prend forme sur les chansons des stars israéliennes de la musique, Idan Richel et Shlomi Shaban. La chorégraphie a été imaginée par Rina Schenfeld et ses danseurs l'été dernier lors de l'opération Bordure Protectrice. Le conflit militaire s'était alors introduit dans le studio de danse. Le danseur principal, Rémi Goldin, est le frère d'Adar Goldin, l'un des soldats tués pendant le conflit. Le show lui est évidemment dédié. Les chansons choisies par Rina Schenfeld représentent selon elle parfaitement la réalité israélienne. Le titre du spectacle, quant à lui, vient d'une chanson de Jacques Brel, Ne partez pas maintenant, reprise aujourd'hui par Shlomi Shaban. La mode maintenant avec les défilés qui démarrent à Londres. C'est le top du gratin qui a assisté au show de la marque Topshop Unique. Une brochette de mannequins, chanteuses, socialites en tout genre. Alexa Chung, Cara Delevingne, Kendall Jenner, les chanteuses Ellie Goulding, autour du milliardaire Philip Green, propriétaire de Topshop. Sur le podium, vous le voyez, des imprimés, des jupes fendues, de la fausse fourrure et même des robes du soir. Topshop Unique monte décidément en gamme. On reste dans les images avec un focus maintenant sur un événement qui va s'étaler toute l'année en Israël, à Jérusalem précisément. Le musée d'Israël célèbre ses 50 ans. Et pour cela, eh bien, ce magnifique musée lance une série de 6 expositions, 6 artistes, 6 curators. On va revenir bien évidemment tout au long de l'année sur ces expositions et on va commencer aujourd'hui avec l'exposition photo parce que nous sommes avec le professeur Noam Gal qui dirige le chef curateur du département photo du musée d'Israël. Bonjour, merci d'être avec nous Noam. Bonjour. Vous avez l'air très jeune pour un chef curateur et pour un professeur. Alors, comment on célèbre, Noam, une institution pareille? 50 ans, c'est énorme. Yes, thank you. So, for the 50th anniversary of the museum, Merci. Effectivement, pour le 50e anniversaire du musée, nous avons tout un programme avec de nombreux événements très intéressants, dont des expositions, évidemment. As you mentioned, 6 projects, 6 artists. La semaine dernière, nous avons ouvert, comme vous l'avez mentionné, le projet 6 expositions, 6 artistes. Le mois prochain, nous inaugurerons une grande exposition intitulée 1965 Today, sur l'art qui a été créé pendant cette année-là, l'année de la création du musée. Nous ne proposerons pas uniquement de l'art israélien, mais aussi des petits films et mini-documentaires locaux réalisés en 1965. Alors on va revenir sur votre département, Noam Gal, le département photo. Vous avez donc plusieurs projets pour cette célébration, pour ce cinquantenaire. Un projet avec l'artiste Uri Gershuni qui a un drôle de titre, Apollo and the Chimney Sweeper. Ça veut dire quoi? So this was a very interesting project. C'était un projet vraiment très intéressant. Uri Gershuni a suivi l'histoire de l'inventeur de la photographie, William Henry Fox Talbot. William Henry Fox Talbot. Il s'est rendu dans son village dans le sud de l'Angleterre, à Lacock. Lors de sa première visite, il a fait le tour du village avec son appareil photo. Mais ce qu'on voit ici, ce sont des prises de vue qui viennent uniquement de Google Street View. Uri Gershuni était dans son studio et il a dirigé les caméras du site pour obtenir des clichés. Ensuite, il les a transformés grâce à un ancien processus d'impression photographique. C'est très frappant. L'autre exposition dont vous vous occupez pour cette célébration est celle de Roy Cooper. Et alors là, ça bascule, on passe dans un autre registre, ça s'appelle
Gaza Dream. Est-ce que c'est nécessaire à chaque fois, on va la regarder, hein, les images, c'est nécessaire à chaque fois quand on veut faire quelque chose en Israël, eh bien, d'avoir cette petite partie comme ça, destinée par exemple à Gaza ou à la politique. Est-ce que c'est du politically correct à l'israélienne? So when we started out this project, this search for 6 artists that are going to be shown, quand nous avons entamé nos recherches pour déterminer les 6 artistes qui seraient exposés, il était important pour nous de raconter ce qu'il se passe aujourd'hui en Israël. Nous avons pris un risque parce qu'en général, le musée ne travaille pas sur des projets qui sont encore en cours de réalisation, parce qu'on ne sait jamais quand ils seront aboutis. Mais c'était important pour nous de prendre ce risque et de voir si ce projet serait terminé d'ici l'inauguration de l'exposition. En ce qui concerne Roy Cooper, il a entamé son projet avant le dernier conflit à Gaza. Pendant l'opération Bordure Protectrice, il a dû s'arrêter. Il n'était pas autorisé à prendre des photos sur place. Nous avons dû attendre jusqu'au cessez-le-feu et on se demandait si on serait capable de l'exposer. Et finalement, il a pu terminer son projet après le conflit. C'était très intéressant pour nous de voir comment un projet artistique, qui porte sur Gaza ou non, peut porter une certaine contribution à l'histoire et comment il est réalisé en fonction ou en dépit de l'actualité. A kind of an interesting input on history and how it is accomplished through, news and what is happening outside. Et on verra tout ça pendant toute l'année à Jérusalem, au musée de Jérusalem. Merci beaucoup, professeur Noam Gal. Merci. Thank you very much. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va terminer avec les Oscars avec vous, Laetitia Lorani. Bonjour. Oui. Vous êtes presque la seule à ne pas avoir dormi dans la nuit de dimanche. Bon, cette cérémonie, alors c'était glam, pas glam. Qu'est-ce que vous avez C'est toujours glam les Oscars, mais c'est vrai que cette année, ce qui était intéressant, ça ne se trouvait pas derrière les vainqueurs forcément, puisque c'était très prévisible pour la majorité d'entre eux. Il n'y avait aucune surprise. Là où c'était surprenant, c'était du côté des discours. Alors ils montaient les uns après les autres, évidemment, pour déclarer leur joie. C'est normal. Oh, je l'adore, c'est le héros des frères Cohen. Wow, thank you. Wow, thank you. Thank you so much. Bon, d'accord. On n'a jamais vu personne dire « Oh là là, je suis vraiment pas content, j'en veux pas ». Non, ça c'est sûr. Bon, à part Sean Penn, qui était légèrement grave pour annoncer quand même le grand gagnant de la soirée, qui était Birdman, qui était sans doute en décalage horaire après être venu de la cérémonie des Césars à Paris vendredi. La très longue cérémonie des Césars. Patricia Arquette, qui n'était pas longue du tout, elle, pour le coup, est montée sur scène et a très vite déclaré son support aux droits des femmes. Elle a, à travers un discours assez fort, supporter bien toutes ces femmes qui ont enfanté, tous ces contribuables et tous les citoyens de ce pays. Il faut se battre pour l'égalité des droits. Il est temps pour nous, les femmes, d'obtenir l'égalité salariale et l'égalité des droits aux États-Unis. Et voilà une Meryl Streep extraordinaire qui s'est levée en applaudissant. Autre speech qui va devenir assez incontournable, certainement pour le peuple mexicain, c'est celui d'Alejandro Iñárritu, qui a clôturé la cérémonie en gagnant le prix donc du meilleur film pour Birdman, et qui, en dernière minute, a dit: j'aimerais rappeler quand même que le peuple mexicain devrait être plus supporté et qu'on devrait reconnaître ces immigrants qui ont construit cette nation d'immigrants qu'est les États-Unis. C'était intéressant sur Internet, sur le hashtag Oscar 2015, il y avait énormément de messages en espagnol. Oui, c'est vrai qu'à la suite de la cérémonie, beaucoup de messages en espagnol, beaucoup aussi de messages qui disaient que cette cérémonie était beaucoup trop blanche. Oscars are too white, et c'est là que John Legend est notamment monté sur scène pour récupérer son Oscar et a défendu, on les voit aux côtés de son co-chanteur, son co-rappeur, défendre le droit des Afro-Américains, mais aussi de l'amour. Ils ont même mentionné la manifestation de Paris du 12 janvier. Oprah Winfrey et David Oyelowo qui étaient en larmes, et une standing ovation, 3 standing ovations même de plus de 2 minutes chacune. Donc c'était un moment assez émouvant de la cérémonie.
D'autres moments forts dans cette soirée que vous avez regardé pour nous, Laetitia? On reste en émotion avec de la musique. Les Oscars, c'est aussi de la musique. Voilà, on parlait de John Legend qui a interprété donc le titre pour lequel il a remporté l'Oscar pour le film Selma. Ça s'appelle Glory. On va écouter quelques secondes de cette magnifique chanson. Il était extrêmement touchant. John Legend, voilà, on l'écoute. C'est beau, je sais. C'est très très émouvant. Un autre moment culte? Moment culte, c'est certainement, on va le mentionner parce que c'est quand même assez rigolo, c'est John Travolta qui est revenu cette année après son échec de prononcer le nom d'une célèbre chanteuse l'année dernière, qui est montée sur scène une fois. Neil Patrick Harris s'est moqué de lui parce qu'apparemment il était un petit peu trop tactile. On peut retrouver les images, vous pourrez retrouver les images évidemment sur Internet. Merci Laetitia, vous allez dormir maintenant? Un petit peu. C'était un sacré marathon. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve demain à la même heure pour une autre édition du Culture Mag. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.